Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je l'ai enregistré le samedi. Mais je vous ai habitué maintenant à faire ces enregistrements du samedi. Pourquoi? Parce que je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu hier, vendredi, et pour lequel j'étais là toute la journée. Donc pas eu le temps justement de faire ce live dans des bonnes conditions. Donc c'est pour ça que je préfère le faire le lendemain. 2026, hein, il y a beaucoup d'événements qui arrivent le vendredi. Voilà, c'est une habitude. Peut-être le télétravail qui a amené ça. Effectivement, c'était moins le cas avant. Alors, je vais vous parler donc des RANS 2026, les Rencontres nationales de Strasbourg 2026. C'était la 3e édition, parce que j'étais déjà à celle de 2024, voilà, pas celle de 2025, et pourtant elle était intéressante sur la souveraineté, et là, qui était sur l'ambition numérique, et donc le passage à l'action, donc vraiment très intéressant. Ça regroupe, alors c'est le CIGREF qui organise ces RNS, avec Numéum, donc on a effectivement d'un côté les offreurs, avec Numéum, et de l'autre côté, les grands donneurs d'ordre avec le CIGREF qui regroupe, je le rappelle, les DSI du CAC 40. Et au-delà, mais enfin tous les grands DSI, on va dire. Alors, 3 jours de RNS, vraiment très intéressant, très dense. Alors, c'est des ateliers, des confs inspirantes, et puis ensuite, il y a beaucoup de discussions entre pairs. Donc, je ne vais pas vous faire une synthèse de chacun des éléments, je vais vous donner plutôt les points qui, moi, ressortent, et que je pense intéressants, et qui éclairent d'ailleurs la question du numérique, comme j'essaie de le faire avec vous toutes les semaines. Le premier point, c'est que j'ai vraiment senti, j'ai envie de dire quelque chose de très ancré, de très dans le réel. Voilà. Il y avait surtout beaucoup d'actions concrètes, en particulier autour des deux grands tenseurs, qui sont la souveraineté d'un côté, qui est vraiment le sujet ramené à la question donc plutôt de dépendance et donc de résilience. Voilà, c'est comme ça que les entreprises, en tout cas, l'imaginent. La souveraineté, ils le laissent plutôt à l'État. Et de l'autre, la question de l'IA. Voilà, c'est les deux grands sujets qui bloquent tout ça. Donc, si on revient sur la souveraineté, comme l'a dit Anne Le Henhoff, qui est venue clore en tant que ministre, elle dit, voilà, la souveraineté, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc, il ne faut pas juste réguler ou faire des discours, et je ne parle pas seulement des politiques, je parle aussi des DSI ou des décideurs. Il faut produire, il faut déployer, il faut assumer une vraie trajectoire. Et ça, je l'ai senti. Ça, vraiment, je l'ai senti. Je vais revenir d'ailleurs sur là où je vois effectivement où ça se fait, avec une obsession, du coup, qui est l'obsession qui était plus de pourquoi du comment, mais de ce que j'appelle l'obsession de la capacité. Est-ce qu'on peut le faire, etc. Parce que les grands groupes, leur grande peur, c'est de lancer des choses qui ne peuvent pas tenir. Parce qu'on est quand même dans des environnements alors qui peuvent être très régulés ou très certains. Donc c'est clair que pour le coup, on ne peut pas se lancer comme ça, hop là, puis on verra bien si ça marche. Donc là, c'est vraiment le point numéro un. Point numéro 2, c'est le fait que les grands groupes bougent effectivement de manière très concrète. Les DSI, moi je les sens vraiment très engagés, mais je vois aussi le partenaire qui était autour, dans cette sortie de dépendance, donc quelque part cette logique de souveraineté, mais ça ne se voit pas vraiment encore. Et oui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, et ça c'est vraiment ce que j'ai confirmé par tous les échanges que j'ai pu avoir, on commence plutôt par ce que j'appelle le back-end, c'est-à-dire en fait par les composants, les infras. Donc, on va commencer à essayer de sortir d'un cloud pour aller dans un autre cloud. Bon. Et c'est vrai que quand ça se voit pas. En fait, pour l'utilisateur final, c'est une machine, elle est dans un nuage ou un autre, que ce soit un cumulonimbus ou un stratocumulus, on s'en moque un peu en tant qu'utilisateur, a priori. Sauf qu'on savait bien avec tout ce qu'on se raconte que c'est très important. Donc, c'est les infras, c'est les data, c'est le middleware, tous les termes qui sont très DSI, pas très sexy, mais par contre, c'est plutôt lent en plus, mais par contre, c'est structurant. Parce que oui, si on ne change pas par le bas, on fait rien. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Pourtant, moi, je suis un acteur du SaaS, donc plutôt de la couche haute utilisateur. Donc, je devrais dire, ah mon Dieu, on ne s'occupe pas assez des applications, etc. Mais moi, en architecte, et puis en pensée justement par rapport à ces questions-là, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose de commencer par les couches basses. Voilà. Il faut aussi faire des choses dans les couches hautes. Mais on a trop de cas d'ailleurs en France où on a par exemple, c'est un peu le problème par exemple beaucoup de nos fleurons de la French Tech, en fait c'est des salaires souverains sur le dessus, puis en fait tout le reste c'est de la couche totalement GAFAmisée. Donc, le fait de commencer par le bas, ça montre aussi, moi je trouve, le côté très, toujours sérieux qu'a les DSI par rapport à ça, qui prennent les sujets très sérieusement. Donc ça, c'est top. Troisième point, l'IA. Alors là, l'IA, c'est le blast. Le mot, c'est le blast, ça bouge. C'est incroyable. Et j'y reviendrai après sur ce que ça crée d'un point de vue émotionnel.
Et là, on n'est pas dans le bullshit, hein. On est vraiment dans le déploiement de vrais workloads dans l'IA et à l'échelle des grands groupes. Et même les plus prudents s'y mettent. Les CIO qui codaient plus se remettent à faire du code. Voilà, donc c'est hyper intéressant de voir que ça, alors ça c'est très très, j'ai envie de dire, dans toutes les organisations on voit ça. Ils ont le même problème que tout le monde avec leurs équipes parce qu'ils arrivent avec des super idées. Les équipes disent oh lolo, attention, mais avec toutes les contraintes qu'on a, c'est pas aussi simple que ce que tu penses. Enfin voilà, on retrouve bien en fait un peu ces sujets-là dont je vous ai déjà parlé sur la transformation de l'IA. Donc on teste, on industrialise, on va vers l'innovation et vraiment l'IA est en train de devenir quelque chose de central. Alors, Yves Cassot, là, je vais quand même me donner un point, moi j'ai trouvé très intéressant. Il a dit, voilà, moi ce que je vois aujourd'hui, il dit, attention, parce que dans moins de 3 mois, ça sera obsolète. Il y a 4 IA aujourd'hui qu'on peut faire, qu'on peut déployer dans un grand groupe et ça marche. Un, l'IA exploratoire. Je fais des nouveaux produits, des nouvelles interfaces, en du vibe coding, c'est du POC, c'est pas grave, c'est jetable, mais ça permet tout de suite de faire des choses pour voir ce qu'on peut faire. Très juste, je suis complètement d'accord avec lui. Deux, c'est toute la problématique métier. Je peux faire des dashboards, là où avant j'avais besoin de beaucoup de code pour faire ça, dans la BI. Je peux faire des trucs métiers et je peux faire du prompt pour coder plutôt des workflows métiers plutôt que d'avoir des systèmes métiers compliqués. Donc là d'ailleurs, il y a beaucoup, le fameux SaaS Apocalypse se joue sans doute ici. 3, je peux effectivement générer du code auto avec l'IA. Arrêter de coder mais faire du prompt auto. Mais du coup, c'est des process. Et là, l'agentique doit être maîtrisée. Pas l'agentique à qui on dit vas-y, fais des trucs formidables. C'est en fait tout simplement décomposer ce qu'est la production de code. Alors la conception, l'architecture, la sécurité, ensuite le code lui-même, les guidelines, les frameworks, la relecture transversale, les tests unitaires, les tests globaux. Enfin, vous voyez, j'en suis déjà à 7 ou 8 agents. Et chacun, vous lui demandez un truc très précis, mais par contre, il le fait très bien. Vous orchestrez ça dans une pipeline CI/CD classique, et là, boum, vous avez quelque chose qui fonctionne. Et d'ailleurs, c'est effectivement ce qui fait, parce que, comme l'a dit Yves Cassot, il faut que le code qu'on produise soit maintenable. C'est exactement les bonnes pratiques qui sont en train de se faire. Et puis, n'oublions pas, dit-il, qu'il y a quand même le quatrième, c'est que vous avez un assistant, vous êtes dans le code, vous ne comprenez pas un truc, vous copiez-collez, et vous avez un assistant qui va vous aider en tant qu'assistant à faire du meilleur code. Il ne faut pas oublier ça non plus, c'est l'usage historique, mais il reste encore là. Donc voilà, et je trouve que ces 4 dimensions-là, quand on les sépare bien, on voit bien effectivement de quoi on parle, et je trouve ça vraiment très très éclairant par rapport à ces 4-là. Quatrième point, non pas les 4e points d'IA, mais le 4e point de mon ensemble, c'est que c'est un moment étrange. Parce que d'un côté, en fait, il y a une excitation technologique d'IA totalement dingue, puis de l'autre, il y a une inquiétude politique. D'ailleurs, il y avait 2 grandes plénières autour des problèmes géopolitiques d'un côté, où tout le monde baissait la tête avec les problèmes de guerre, l'Iran, le Trump, enfin, tout ça, c'est la Chine, on ne sait pas où ça va, donc du coup, des pertes aussi de budget, donc en fait, là, c'est quand même plutôt angoissant pour soi, pour ses enfants, pour le monde. Puis de l'autre, l'IA, c'est le vertige, le bonheur. Et alors tout ça, ça crée 2 sentiments totalement contraires. Et on voit bien que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est pas que les DSI, hein, pour gérer ces 2 émotions en même temps. On n'a pas envie de faire la fête avec l'IA en se disant oh, c'est tellement un monde de dingue, sachant qu'à côté il y a la guerre. On ne veut pas non plus plomber en disant ah, il n'y a plus rien à faire, alors qu'au contraire, le monde est en train de changer. Donc c'est vraiment ça que enfin, un sentiment très fort comme ça. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi que j'ai senti très fort dans ces jours avec tout ce monde autour du numérique. Le 5e point, l'Europe. Alors l'Europe, c'est le problème de la vitesse. Oui, elle va sans doute dans le bon sens, mais alors qu'est-ce qu'elle va pas assez vite? Même si le commissaire européen dit oh là là, quand on fait des trucs sur l'IA, on nous dit qu'on va trop vite. Non, en fait, non, c'est pas qu'on nous dit qu'on va trop vite, c'est qu'il faut justement faire des choses concrètes. Voilà. Donc, la problématique de la vitesse européenne est encore là et je pense qu'on a besoin. Et alors, c'est vrai aussi au niveau national. Il faut qu'on aille plus vite sur les décisions qui nous paraissent bonnes. Voilà, là, on est en train de faire un plan souveraineté, travailler par exemple avec l'État pour augmenter les achats de filières. Mais pourquoi on ne le fait pas maintenant? Pourquoi est-ce qu'on met 1 an pour le faire? On voit bien qu'on ne va pas assez vite alors que les défis sont aujourd'hui très rapides. Et le dernier point que je voulais quand même mettre en exergue, qui est porté beaucoup par Véronique Turner, mais elle a tellement raison, c'est celui de tout simplement le fait de jouer en équipe. La fameuse équipe de France du numérique. Alors d'ailleurs, j'ai mis, voilà, alors Véronique, voilà, que tu le vois ici, voilà, j'ai mis pour toi, j'ai mis le badge.
Je t'ai promis d'ailleurs, je le mettrai plus souvent, donc je le mettrai, celui de l'équipe de France du numérique. Parce que oui, il faut faire équipe de France, il faut faire équipe, il faut travailler en équipe. Il faut que l'État travaille mieux avec les PME de la filière. Il faut que l'open source travaille mieux avec le propriétaire. Il faut que les grands groupes travaillent mieux avec les PME. Et il faut que les PME travaillent mieux avec les grands groupes. Enfin, voilà, c'est faire équipe ensemble pour justement avancer par rapport à tous ces défis qu'on a qui sont totalement... on ne peut plus être solo, c'est plus une option. Il faut faire écosystème, il faut faire masse. En face, effectivement, de la menace chinoise et américaine qui est juste incroyable. Moi, la vraie question derrière tout ça, c'est rigolo parce qu'en fait, c'était l'ambition qui se transforme en action. Hein. C'était ça le sujet des rencontres nationales de Strasbourg. D'ailleurs, je remercie tous les organisateurs. Donc, j'ai parlé de Numéum avec Véronique Turner, mais le CIGREF avec Henri Dagrin qui s'occupe de tout ce petit monde. Je suis rentré en TGV de Strasbourg à Paris, et là, je me suis dit, ah ouais, là, on a su faire de la vitesse avec le TGV. Et ça a changé le pays. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut refaire de la vitesse dans le numérique? Il est là la question. Il faut que nos actions passent à la vitesse du TGV numérique, et non pas aujourd'hui où on est quand même assez lent dans nos prises de décision. On a encore des cycles qui correspondent en fait aux vieilles Michelin, fort sympathiques au demeurant à l'époque. On voyait les vaches nous voyaient passer un peu mieux, mais enfin pour lequel nous on était quand même moins rapide. Donc voilà, si j'ai un vœu à dire, c'est celui de la vitesse d'exécution. Si je reprends dans le désordre, la vitesse d'exécution en collectif au niveau européen, dans ce moment étrange où l'IA et la souveraineté se retrouvent. Voilà, si j'ai redépilé mon prompt là, moi aussi, pour vous donner un peu vraiment ce que je pense essentiel. Et je resterai sur ces mots-là en vous disant, allez, vive l'Europe, vive l'équipe de France du numérique. Voilà, elle est encore là. Et je vous dis à la semaine prochaine.